En 2020, en 2023, les startups françaises ont levé 8,3 milliards d'euros. Plus de la moitié a été dans des entreprises qui ne vendent rien de matériel. Ce n'est donc que du code qui produit de la valeur, ou du moins dont les investisseurs estiment qu'il produit de la valeur. Mais alors, comment savent-ils que le code vaut autant ? Sur ces 4 milliards d'investissements, combien sont tournés vers l'IA, la grande mode du moment ? Et surtout, avec autant d'argent, on doit pouvoir écrire du code propre, n'est-ce pas ? Pour répondre à ces questions d'investissement, je ne reçois pas Picsou, mais il s'y connaît en aventure. Alexis, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Alexis, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Donc bonjour, moi je m'appelle Alexis Robert, je suis partenaire chez Kima Ventures. Donc Kima Ventures, on s'occupe des investissements de business angel et d'investissements startup de Xavier Niel, qui a monté Free, et d'autres business. Donc on s'occupe des investissements angel. On investit dans 2 startups par semaine, des tickets de 100-150 000, donc des beaux tickets d'angel, avec une équipe de 4 personnes. Okay. On a investi dans presque 1400 boîtes aujourd'hui en France et les fondateurs français à l'étranger. Ok. C'est quoi toi ton rôle spécifiquement chez Kima ? Tu as une casquette purement technique contrairement à d'autres, ou tu es comme d'autres avec un bagage technique ? Comment c'est quoi la répartition des rôles ? La répartition des rôles, en fait, en gros, on est 3 partenaires. Donc tu as Jean, moi et Chloé. Chloé qui vient d'arriver, qui vient de nous rejoindre. Comme elle vient de nous rejoindre, je vais principalement parler de Jean et moi, comment on se splittait les tâches avant. Jean, il a le côté plutôt éclairé de la force. C'est-à-dire qu'en fait, il est plutôt consumer. Là où moi, je suis plutôt côté sombre de la force. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai mon background technique, je regarde plutôt les côtés un peu plus obscurs. Mais sinon, en fait, tous les 3, on fait des deals, on regarde des gens, on regarde des entrepreneurs. Après, suivant notre fibre personnelle, voilà. Ok. T'es entrepreneur depuis de longues années. Ça fait combien de temps que t'es chez Kima ? C'est quoi un peu ton parcours pour arriver là ? Donc moi, ça fait 8 ans et demi que j'ai rejoint Kima, je crois. J'ai rejoint en novembre 2015. Moi, à la base, je voulais pas du tout faire VC. Je trouvais que tous les VC, c'était des connards. Ce qui est pas faux pour certains. Et en fait, j'ai rejoint Kima. Pourquoi ? C'est très simple. C'est qu'en fait, moi, j'ai commencé à coder quand j'avais à peu près... mon père m'a mis devant GW Basic quand j'avais 5 ans. C'est le trio GW Basic, ZX80, ZX Spectrum, parce qu'il avait commencé l'informatique dans les années 80. Là où il fallait absolument faire du basique pour utiliser son ordi. Donc, il m'a un peu formé là-dedans parce que, voilà. Mais en fait, je comprenais rien. Et donc, du coup, j'ai vraiment commencé à coder quand j'avais 8 ans, où j'ai commencé un peu sur du Pascal, plus GW Basic, et c'était ZX Spectrum toujours. Ensuite, après, je suis passé à Linux en 2000. C'était les premiers Linux Magazine, Red Hat 5.1. Il y avait une variante de Slackware qui était un Slackware français, d'ailleurs, je m'en souviens plus. Et voilà. Et ensuite, après, j'ai continué comme ça. J'avais pas de potes au lycée, parce qu'en fait, au collège-lycée, parce que je faisais passer tout mon temps à coder. Et j'ai passé tout mon collège-lycée sur Linux FR et toutes les communautés open source. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait ma propre distrib Linux. Donc c'était sur base de Linux from scratch avec notre propre packaging system, notre propre init. On était 3-4 dans la communauté, sur IRC à se rejoindre et à coder, etc. C'était trop bien. Et jusqu'à ce que GNOME 3 arrive, et GNOME 3 en fait a fragmenté le système les paquets, et c'était devenu horrible à packager. Donc en fait c'est à ce moment-là où en fait sur une si petite équipe, c'était difficile à maintenir. Donc c'est à partir de ce moment-là où le projet a un peu périclité. J'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans. Je fabriquais des ERP pour des startups, pour des PME quand j'avais 16 ans, à base de PHP. Et en fait, je savais déjà programmer, je commençais à travailler et je me suis dit, mais en fait,
pourquoi est-ce que je ferais des études en fait, ça sert à rien en fait, je peux travailler tant qu'à faire. Puis je connaissais un peu des gens sur IRC, je me suis dit bon en fait ils pourraient très bien m'embaucher et je pourrais commencer à travailler maintenant, ça serait beaucoup plus sympa qu'aller à l'école, ça m'ennuie, j'aime pas les maths, j'avais 3 sur 20 en maths et en fait là je discute, c'était au forum lycéen où il y a tous les jobs etc, donc tout le monde va voir les pompiers, tout le monde va voir les policiers, il y a un mec qui fait de l'informatique, personne va le voir. Donc du coup à chaque fois moi j'allais le hameçonner, je le mettais dans un tunnel, de toute façon j'étais tout seul. et là je lui explique et là il me dit mais en fait la réalité c'est que tu pourrais travailler maintenant, mais en fait aujourd'hui en France il faut des diplômes pour être reconnu etc. Donc lui il me dit ça, puis après forcément mes parents m'ont orienté vers cette direction aussi, parce que c'est le rôle des parents. Et donc du coup c'est assez typique de la France, on pousse vraiment les gens à faire des diplômes. Et donc du coup j'ai craqué, je me suis dit ok je vais pas drop out, je vais faire ça, je vais avoir mon tampon. Donc là j'arrête de faire de l'open source, j'arrête de coder, je redouble ma 3e, là je commence à travailler, je fais une prépa, je rentre en école d'ingé. En école d'ingé, je m'ennuie parce qu'en fait, je savais déjà coder. T'as fait quoi comme école d'ingé ? Télécom Paris. Ok. Et là, en école d'ingé... Et d'ailleurs, c'est marrant, à Télécom Paris, je rencontre un des mecs avec qui je travaillais sur ma distrib Linux quand j'avais 15 ans, que j'avais rencontré sur IRC. On est une promo d'écart. Et avec Pierre Hugusson qui travaille chez Freebox aujourd'hui. Ok. Et en fait, donc là, je m'ennuie. Et je discute avec... là, il y a des 3-4 HEC, dont un que j'avais rencontré sur MSN, l'histoire est compliquée, qui me contacte, il me dit voilà, on a vendu un projet mais on sait pas le faire. C'est classique. Et donc du coup je me dis pourquoi pas, je vais tester, voilà. Et donc du coup je les ai rejoints, on était les premiers à faire des systèmes de paiement pour les festivals. Donc aujourd'hui dans les festivals, vous avez toujours du cashless, des bracelets de paiement pour recharger au bar, etc. Et donc du coup nous on était les premiers à faire. C'est l'anecdote que je dis, c'est que Elon Musk permet d'aider le monde avec des voitures électriques, décarbonées, etc. Il envoie des fusées dans l'espace. Il fait en sorte que le monde soit meilleur. Moi, je suis en partie responsable de faire chier des millions de festivaliers par an qui voudraient juste payer à boire et en fait, ils doivent aller devant une ligne pour recharger leur bracelet. Voilà. Chacun sa contribution au monde. Voilà, exactement. Chacun a la contribution qu'il mérite. Et voilà, donc c'était marrant parce qu'il n'y avait pas de smartphone NFC, donc on fabriquait notre propre terminal hardware. C'était assez rigolo. On fabriquait, c'était tout connecté, donc en fait, on installait des réseaux, des câbles réseau dans les arbres. C'était il y avait des clés 3G dedans, etc. C'était assez rigolo. On avait même nos propres liens 868 MHz en backup. On était allé un peu loin. Le truc, c'est que ça allait devenir un peu vers la direction d'une PME. Moi, je le sentais plus trop. Voilà, c'est normal, hein, c'est la vie. Hein. Donc du coup, je suis parti. Je me suis associé avec notre Head of Sales UK, qui était là, qui voulait aussi changer de direction. Et là, je pars à Londres, parce qu'en fait, en France, il n'y avait pas trop d'écosystème startup en 2013. Donc là, je pars à Londres, je m'installe à Londres. Et là, on essaie de lancer une boîte. Ça a été un échec total. Transparent, c'était horrible. On a lancé plein de projets, plein de pivots, plein de trucs. En fait, ça a duré 2 ans et pendant 1 an et demi, on a dû lancer 8-9 pivots, quelque chose comme ça. À chaque fois, c'était tu relances un truc, tu relances une nouvelle base de code, tu relances une nouvelle idée, tu recodes tout de zéro. Des projets qui marchaient, quoi. Et... Enfin, qui marchaient. Le code fonctionnait. Oui. Après, est-ce que les gens l'ont acheté, ça, c'est un autre sujet. C'est même pas que les gens l'achetaient, c'est que les gens l'utilisaient pas, ils en avaient rien à foutre. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, on voit dans la presse, quand vous montez une boîte, etc., vous voyez dans la presse, oui, les projets qui marchent bien, etc., qui lèvent les fonds, avec des histoires très polissées. Mais ce que les gens voient pas, c'est que parfois, derrière ces histoires-là, a été effacé du passé. Ou alors, parfois, on ne voit pas tous les projets en fait, qui galèrent, qui sont des gens géniaux, mais en fait, juste, ils n'ont pas encore la bonne idée, ils pivotent, etc., ils lancent des produits, et en fait, voilà, c'est dur, quoi. Et donc, on fait tous ces pivots. Le pire, c'est les amis. Le pire, c'est les amis. C'est quand on lance son produit, en fait, on lance son produit, on est très optimiste, etc., et en fait... On en parle aux potes lors d'une soirée ou un truc comme ça, et ils te demandent ouais, ça se passe comment ta boîte? Tu sais très bien que l'autre, en fait, il rêverait de monter une boîte, mais désolé pour le terme, il a pas les couilles. et donc du coup, secrètement, il a envie il est un peu jaloux
Et donc, du coup, toi, t'arrives, t'es en mode ouais, ça se passe trop bien, etc. Mais derrière, t'as les hauts et les bas, donc tu chiales intérieurement. Et l'autre le voit dans ton regard. Et c'était assez dur. Ouais, c'est des moments difficiles. C'est des moments difficiles et c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ressentent et c'est difficile à communiquer parce que bah, voilà, c'est son socle d'amis, c'est difficile, c'est des choses qu'on a du mal à partager. Donc voilà. Donc on fait tous ces pivots-là. Au bout d'un moment, on finit par quand même tomber sur un product market fit. Je passe sur le fait que tous les VC changeaient de trottoir quand on passait dans la rue, parce qu'on allait harceler comme pas possible pour avoir du financement. J'ai vécu des histoires de... Et on finit par avoir un product market fit, on lève un petit peu d'argent. On rentre dans Seedcamp, qui à l'époque, c'était pas un fonds, c'était un accélérateur. Et en fait, au final, c'était trop difficile, quoi. On est quand même arrivé à 10 000 de MRR à peu près. Mais en fait, on a pivoté, ça consomme de l'argent, ça consomme du cash, ça consomme du temps. Et voilà. C'est arrivé comme ça, on a essayé de lever des fonds vers juillet, parce qu'il nous restait 2-3 mois de cash. Et en fait, c'était trop tard. Et là, il se passe un truc, c'est que... Donc là, j'avais plus d'argent. J'avais 2 pounds sur mon compte en banque. J'avais tout épuisé. Je faisais des petites missions de freelance sur Upwork à $40 par semaine, parce qu'il y avait pas Malte encore. Et c'est le seul truc que j'avais trouvé. Et je faisais des missions de freelance sur des trucs, mais genre... absurde, genre aider des gens justement qui avaient un petit poste fixe qui était foireux et ensuite après de l'autre côté ils voulaient que je l'aide sur un problème et après je réalise qu'en fait ils stockaient toutes les données de carte bancaire en clair dans un MySQL. Je dis, non, faut pas faire ça en fait. Et il y avait des SQL injections partout. Bref, j'ai fait des trucs très très bizarres et ça c'était juste pour me payer un peu à manger. Ouais. Et là au bout d'un moment on dit avec mon associé en fait on arrête quoi. Et à ce moment-là, donc on vire tout, enfin on était 4 au total, donc en fait on se retrouve que moi et mon associé. Là on postule à différents jobs. Et là, il y a Jean de la Roche-Blanchard qui arrive chez Kima, du coup, et il reprend tout le deal flow des fondateurs français et il nous appelle en disant oui, voilà, vous en êtes où, vous avez ça comment? En fait, on avance nulle part parce qu'on est mort. C'est-à-dire que Kima faisait partie des gens qui avaient investi dans votre aventure à l'époque? En fait, Kima, ça faisait partie des fonds qu'on avait démarchés pour notre levée de fonds. Ok. Et il y a eu un changement du coup de gestion de Kima. C'était Jérémy qui s'occupait de Kima. Et ensuite après, Jean est arrivé pour le remplacer. Et c'est à ce moment-là où il nous contacte pour nous demander où on en est. Parce que pour voir s'il y a quelque chose à faire, un tour de table à faire. Là, on lui dit qu'on est mort. Et il dit, on cherche quelqu'un qui en fait sait coder et qui sait faire des deals. Et enfin, pas qui sait faire des deals, mais qui a la potentialité de faire des deals ou comprendre un peu. Voilà. Et j'ai postulé juste parce que Kima, c'était un des seuls qui était sympa avec nous. Et je voulais les dropper pendant le process parce que je voulais faire un vrai job. Et en fait, pendant le process, j'ai fait... En fait, c'est intéressant, je pourrais faire ça pendant 2 ans. En plus, ça me sort de ma zone de confort. J'étais très timide. Et je me suis dit, parler avec des gens tout seul, essayer de faire des deals, etc., ça pourrait me sortir de ma zone de confort. Et ce que tu cherches est toujours en dehors de ta zone de confort. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai postulé. Et je me suis dit, au final, je vais rester 2 ans et remonter une boîte. Et au final, je me suis fait avoir par le grand démon du capitalisme et ça fait 8 ans. Ok. Dans ce parcours que tu décris, on sent qu'il y a quand même une certaine appétence pour la technologie, pour le code. Est-ce que tu as l'impression de assez coder dans ton quotidien ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui te manque? Tu vois, est-ce que tu as quand même encore suffisamment de contact avec la tech dans ce type de job? En fait, par procuration, oui, un peu. Après, je code toujours le week-end. Genre, je fais des petits trucs. Là, je m'amuse avec des ESP32, les microcontrôleurs. Là. Je suis en train de me faire un écran SNCF. J'habite un petit peu en dehors de Paris, en banlieue, sur les lignes de Transilien. Donc, du coup, il y a des annulations de trains, etc. Donc là, je me fais les mêmes écrans SNCF. Je suis en train de les reproduire avec un microcontrôleur qui se connecte à mon serveur, etc., qui est dans mon salon. Donc, je m'amuse un petit peu le week-end comme ça, avec des petits projets comme ça. J'ai une petite app mobile, des trucs comme ça. Voilà, je m'amuse comme ça. Mais donc, dans ton quotidien au travail, c'est pas quelque chose que tu pratiques suffisamment à ton goût? J'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps. J'en fais un peu pour Kima, donc il y a beaucoup de Kima qui est automatisé par des outils internes. Que ce soit les outils de reporting, on a notre propre logiciel de comptabilité, on a nos propres logiciels de suivi, on a nos propres logiciels pour faire des virements. On a 4-5 outils comme ça, qui sont tous en Python Django. Mais à part ça, non, j'ai pas le temps. C'est des outils qui sont faits par toi ou tu as repris de l'équipe d'avant ou Au début, j'avais repris de l'équipe d'avant, puis après, j'ai recodé au fur et à mesure du temps. Ok. Effectivement, là, on a fait le compilé de l'épisode 266 juste avant, on parlait d'email. Tu nous as parlé effectivement d'un petit... Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit script à ce niveau-là ou c'est un peu plus que ça
Ouais, de ton point de vue? C'est une application, il y a un front-end. Donc à partir du moment où il y a un front-end, pour moi, ça sort du script. Ok, effectivement, je suis d'accord avec la définition. Donc, ok, j'entends qu'il y a effectivement un petit peu de dev encore. Est-ce que cette casquette de développeur, elle te sert sur sur ta recherche de deal et tes prises de décision sur les deals que Kim a fait? Ouais, énormément. C'est un truc qui est vraiment dommage dans l'écosystème VC. Bon, après, je suis un peu biaisé, forcément, hein, mais c'est un truc qui est un peu dommage dans l'écosystème VC, c'est que les VC comprennent pas grand-chose à la tech. Et pouvoir en fait comprendre, en fait normalement on investit dans la tech, les fondateurs font des trucs dans de la tech, alors même si parfois aujourd'hui les SaaS, bon en fait le côté technologique parfois est assez simple, parce que il y a beaucoup de SaaS en fait, c'est un formulaire, créer un compte, changer son mot de passe, etc. Et c'est vachement des logiques de workflow, plus que des logiques de tech plus pure. La réalité c'est qu'en fait, même ça on investit dans de la tech, le fait de pouvoir comprendre ce qui se passe, comprendre comment c'est fait, comprendre ce genre de choses, il y a forcément un côté ADN tech. Le fait de savoir au moins coder, d'avoir ouvert un terminal, juste même le fait d'avoir ouvert un terminal, d'avoir tapé un LS, vous êtes déjà top 10%, hein, Okay. et top 5%. Hein. J'ai quand même des VC qui m'ont demandé ce que c'était WordPress. Hein. On est à ce niveau-là, quoi. Ah oui, on est effectivement sur de l'innovation de pointe à ce niveau-là. Oui. Après, je peux comprendre aussi, parce que la réalité, c'est quand on fait des investissements, c'est quasiment du recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, on recrute des fondateurs qui ont envie, qui ont du drive, qui ont envie de tout casser, qui ont envie de faire des trucs géniaux sur des marchés intéressants. C'est principalement comme ça que les fonds d'investissement font leurs investissements. Donc ça, théoriquement, on peut se faire des avis sans être tech. Il y a des RH, par exemple, quand ils recrutent des développeurs, les premiers calls, bon, ils ont des notions, etc. Mais on peut être RH et faire des... Pas être tech, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est La majorité. La majorité, d'ailleurs, en fait. La très grande majorité. Et c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça donne un énorme plus, parce que quand même, on investit dans de la tech, pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe, pouvoir, même pour aider le fondateur, même pour aider... voilà, en fait, ça change tout. Donc c'est un investissement qui se fait pas tant sur l'aspect génial ou non de la techno qui est créée, mais plus sur la capacité d'une équipe à appréhender son marché et à se retourner, à faire des multiples pivots si c'est nécessaire ou ce genre de choses, quoi. Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est pour 80% de la décision, on veut des gens qui exécutent vite, qui apprennent vite, qui sont passionnés, qui ont envie de tout casser dans des secteurs intéressants. Et c'est pour ça que les gens, en fait, regardent pas la code base. Ouais. Genre, ils regardent pas la code base, ils regardent pas comment c'est fait. Alors, parfois, certains fonds font un audit technique, mais en fait, en vrai, ils ont déjà, en fait, plus ou moins la décision, en fait. Mais même un audit technique, il se fait pas en regardant ta code base. Tu regardes à la rigueur un peu comment fonctionne l'équipe, s'il y a, quel est un peu le track record, la vélocité, ce genre de choses. Mais tu vas pas forcément lire le code. Je sais pas si c'est le point le plus décisif, quoi, on va dire. Non. Et puis même si jamais ils le font, c'est plus pour remettre une case à cocher sur un fichier pour dire qu'ils ont bien fait les choses. Hein. Faut pas déconner, quoi. Est-ce que tu as le sentiment qu'il soit impalpable ou factuel sur les chiffres? Parce que si tu fais ça depuis 8 ans, j'imagine qu'il y a aussi un peu un track record qui te permet de peut-être d'appuyer le propos. Mais est-ce que tu as l'impression que toi, ce passé que tu as joue en ta faveur sur ta capacité à identifier ou non les bons deals? Ou est-ce qu'au contraire, il y a aussi le côté ingénieur, en fait, qui, mine de rien... peut parfois se poser un peu trop de questions, peut-être un peu trop dans sa tête, parfois un peu trop frileux. Est-ce que pour toi c'est un avantage ou un inconvénient sur ton métier? Alors, en fait c'est marrant parce que ce côté ingénieur, pour moi c'est pas un côté ingénieur, c'est un côté français. Ouais. Moi je considère que ce côté, on se prend un peu la tête, on se pose des questions. En fait, en vrai, la réalité c'est que nous on le voit bien chez Kima, hein, il y a plein de gens qui ont fait des business schools, ils ont le même truc. C'est parce qu'en fait, on a une formation qui est très mathématicienne. Même quand on a fait une business school, une école de commerce, la réalité, c'est que quand on est au lycée, quand on est au collège, et même après, même si jamais on fait une prépa HEC, ou même si jamais, voilà, on a toujours dans nos exercices de maths, c'est si X est positif, alors machin. On sait très bien que X est positif, mais tu as besoin de le mettre parce que si tu le mets pas, en fait, tu te fais défoncer. Et donc, du coup, ça nous force à avoir une rigueur. Mais en fait, le fait de faire comme ça, on a un ADN en tant que Français
on a toujours envie d'aller step by step et de construire en fait une pyramide. D'abord, on veut les bases, etc. Et même nos cours, en fait, ils sont vachement faits comme ça en France. Nos cours, on va pas directement de la pratique. On arrive, on est en mode... cours 1, base sur tel truc. Et ensuite, après, on construit le château étape par étape. Le problème, c'est qu'en entrepreneuriat, ça se passe pas comme ça. Ça se passe, en fait, on a l'idée, on essaie de le faire, et ensuite, après, on voit comment on fait. On ajuste. Hein. On ajuste. Et alors donc, du coup, la question reste, est-ce que toi, ce passé de développeur, enfin passé ou même encore présent, mais en tout cas, on va dire que tu n'es plus développeur professionnel, professionnellement, j'en entends. Est-ce que tu sens que ça te sert ou ça te dessert sur ce métier de VC? Ça me sert vraiment. Ça me sert vraiment parce que à nouveau, ça me permet d'identifier vachement mieux les opportunités. Par exemple, on regarde dans les... Enfin voilà, on voit là actuellement, il y a un deal open source qui est sur le marché, qui est en train de lever des fonds. Bah, c'est bête, hein, mais... Enfin, c'est un outil de backup. Bah, en fait, la réalité, c'est que moi, j'ai pu tester l'outil, je vois le besoin. Parce que en fait, la réalité, c'est que j'ai fait des scripts de backup, moi, pour les serveurs de Kima. Je vois exactement comment je peux l'utiliser. Et ensuite, après, ça m'a permis de pouvoir voir exactement vers où on va. Et en fait, aujourd'hui, quand il y a des trucs un peu techniques, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se tournent vers moi pour me poser des questions. Parce qu'ils veulent avoir mon avis, ils veulent avoir ce genre de choses. Parce qu'en fait, ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. Mais normalement, ça devrait être la base, en fait. Ouais. Normalement, dans chaque fonds d'investissement, il devrait y avoir quelqu'un qui comprend la tech. Il faut de la diversité dans les équipes. Et c'est normal que, normalement, dans n'importe quel VC, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui sache un peu coder, ou au moins qui ait un peu essayé, qui ait un peu bidouillé, etc. Je ne demande pas à tous les VC d'avoir quelqu'un qui est capable de recompiler un kernel Linux. Mais la réalité est juste de pouvoir jouer un peu avec Python, ou des trucs comme ça, pour avoir au moins une petite fibre. Et c'est cette fibre-là qui est importante, pas tellement le niveau technique. Mais est-ce que le fait de comprendre la tech, tu vois, ça veut dire aussi que tu peux être confronté à un moment à une équipe qui te présente un truc que tu comprends pas. Et ce tu comprends pas, ça peut être soit parce que tu es face à une équipe qui a inventé un truc de ouf qui te dépasse et tu es effectivement largué en fait, par le niveau des personnes que tu as en face de toi. Ou ça peut être parce que tu as accès à des gens qui eux-mêmes ne maîtrisent pas forcément le sujet et sont un peu flous, un peu vagues, et du coup, il y a des zones d'ombre. Mais tu vois, le fait de comprendre... Le fait que, tu vois, quand tu comprends rien, au final, tu es toujours en mode d'essayer de détecter ce paradigme-là. Alors que quand tu comprends déjà une partie, tu peux être plus facilement trompé en disant, face à des charlatans, on va dire, qui peuvent réussir peut-être à se faire passer pour... des bons charlatans. Non, je ne sais pas si ma question est claire. Ouais, non, je vois. Mais après, le truc aussi, c'est que moi, aujourd'hui, je vois une dizaine d'entrepreneurs par semaine depuis 2015. Genre, c'est pareil. En fait, au bout d'un moment, les charlatans, ça se voit. Ça se voit. Et puis, de toute façon, en plus, même les charlatans qui essaient de nous guider vers des trucs techniques, quand on comprend les trucs techniques, on challenge un peu et ça se voit vite. Ouais. Ça se voit vite. Et donc, quand tu disais qu'il y a des VC qui viennent te voir, c'est uniquement des VC de Kima ou il y a même des VC d'autres fonds qui parfois te font un petit call vite fait pour savoir un peu ce que tu en penses? Ah non, des VC d'autres fonds, hein, pas des VC de Kima, des VC d'autres fonds. Ok. Ouais, non mais par exemple, pour ce deal en question, j'ai au moins, je sais pas, j'ai une dizaine de messages, je pense. Mais alors, comment ça se fait que tu sois un modèle, pas unique, mais en tout cas aussi rare dans le monde des VC? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de fonds qui vont aller taper dans un pool d'ingénieurs qui ont déjà une expérience en startup, et Dieu sait qu'il y en a, qui peuvent du coup aussi mieux performer dans ce domaine-là? Alors, je sais pas. Et deux, après, il y a aussi un truc, c'est que justement, il y a cette division, on en a un peu évoqué tout à l'heure avec le fait que quand tu as posé la question de quand on est ingénieur, il y a le biais ingénieur, etc. Et moi, j'ai dit non, c'est un biais français. On a un problème en France où, en fait, on oppose école de commerce, on oppose business et technique. Et en fait, moi, j'avoue que c'est un truc que j'ai pas mal souffert quand quand j'ai été entrepreneur. Et en fait, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est toujours un peu le cas. C'est un peu comme si on avait une prédestination, que si jamais on savait écrire 3 lignes de Python, et ben en fait, on serait technique. Et donc, du coup, quand tu es technique, tu restes technique. Et en fait, ça n'a aucun sens. Et que quand tu es business, tu restes business, quoi. Ah oui. Mais moi, je connais des très, très, très bons développeurs
En fait, ils sont passés par HEC. Ils ont fait HEC et maintenant, ils sont devenus développeurs software engineer chez Meta, etc. À des très très bons niveaux. Et ça veut rien dire, c'est l'histoire de skill. C'est comme si, je sais pas, tu fais portugais LV3 et à ce moment-là, on te dit, bah, en fait, tu vas travailler que sur des trucs en rapport avec le Portugal. Bah non, ça se passe pas comme ça. Et donc, du coup, par exemple, quand on fait une école d'ingénieur ou qu'on fait une école de programmation, on a toujours en tête, ah mais non, tu pourras jamais monter ton projet, ah bah non, tu pourras jamais closer des deals, ah bah non, et tout le monde nous le répète en permanence. Alors qu'en fait, c'est complètement con. Mark Zuckerberg, en fait, personne va lui dire, Elon Musk, personne va lui dire, t'es nul en business. En fait, personne va dire ça. Et c'est une question de skills, en fait. C'est, bah oui, il y a des gens, en fait, mais il y a des gens, en fait, c'est pas leur truc d'aller faire du VC, il y a des gens, c'est leur truc. Et donc, du coup, il y a beaucoup de développeurs, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de programmeurs qui en fait s'auto-brident, et même des gens en école de commerce, hein. Ouais. Tout le monde en France en fait s'auto-bride à cause du diplôme et en fait refuse d'aller dans certaines directions. Et c'est ce qui se passe lors du VC. Nous, par exemple, on a ouvert une candidature pour des stages. J'ai mis pour la première fois, si vous n'avez pas fait d'école de commerce, on n'en a rien à foutre. On a eu genre, je pense... Allez, on a eu 160 candidatures. Je pense qu'il y en a 5 qui sont pas à l'école de commerce. Et en fait, les gens s'auto-brident. Par exemple, moi, dans mon poste, quand ils m'ont recruté, il y avait 2 postes. Il y avait Tech Associate, Deal Associate. Tech Associate, c'était la même chose que Deal Associate. C'est juste qu'il fallait savoir faire des lignes de code. Genre, Tech Associate, il y a eu 5 candidatures. Deal Associate, il y en a eu 300. En fait, moi, je suis pas rentré chez Klima parce que j'étais bon. Je suis juste rentré chez Klima parce qu'il y avait personne qui voulait y aller, en fait. Ouais. Et ouais, et donc du coup, c'est aussi pour ça que les VC, pour revenir à ta question, c'est pour ça aussi que les VC ont du mal à recruter des gens qui savent développer. C'est parce qu'en fait, ils osent pas, ils disent que c'est pas pour moi. Comme il y a plein de gens qui savent développer, qui se disent, je vais pas démarrer une startup, même si c'est mon rêve, même si j'ai un projet open source qui marche génial et j'aimerais bien en faire une boîte, parce qu'en fait, tout le monde me dit, je suis pas business. Alors qu'en fait, c'est une question de est-ce qu'on veut l'être, est-ce qu'on veut apprendre, est-ce qu'on a la fibre, est-ce que voilà. Ouais. J'aime bien. Non, c'est le. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que y a trop de gens qui se brident, et d'autant plus dans le monde des développeurs et développeuses sur la création d'entreprise, en pensant qu'effectivement, c'est pas forcément leur rôle. On en a déjà parlé quelques fois sur ce podcast, où j'ai reçu quand même pas mal d'entrepreneurs, forcément de formation plutôt technique, pas forcément ingénieur, mais en tout cas de formation plutôt technique. Non, ce qui me fait un peu. Ce sur quoi je suis un peu mitigé, c'est quand tu dis que c'est un trait français. Alors, je sais que les Français ont une tendance à être un peu plus dans leur tête que dans l'action, c'est ce qui se dit souvent. Mais tu vois, je recevais à ce micro, il y a quelques mois, une personne qui était autodidacte, et on parlait de cette distinction entre les gens autodidactes et les gens qui ont un cursus d'ingénieur. Et il m'a fait une phrase que j'ai trouvée géniale. Il me dit, le problème des ingénieurs, c'est que quand tu leur montres le ciel, ils ne voient que la diffraction de la lumière. Ouais. Et je trouvais ça assez juste, en fait, ce côté... tu vois, on parle d'over-engineering quand on parle d'un truc qui est trop compliqué. Tu vois, on revient à cette notion d'ingénieur. Tu vois, il y a quand même un peu ce côté-là de se dire que les ingénieurs ont tendance à se poser trop de questions. Donc, tu vois, est-ce qu'il n'y a quand même pas une surreprésentation dans les cursus d'ingénieurs de personnes qui se posent trop de questions et qui, du coup, peuvent s'enfermer dans une situation trop confortable et éviter de prendre le risque de créer une boîte? C'est possible. C'est possible. À nouveau, peut-être aussi je suis biaisé parce que moi j'ai appris à coder tout. En fait, moi j'ai fait des études juste pour avoir le tampon. Hein, c'est juste ça. Hein. Et d'ailleurs, la preuve pour revenir à ça, moi ma dernière année de télécom, ils sont venus me voir, ils m'ont dit mais en fait la réalité c'est qu'on a besoin d'entrepreneurs, si tu veux on te donne ta dernière année, comme ça tu montes ta boîte. En fait j'ai refusé pour faire une année où j'ai passé 6 mois sur le campus d'HEC pour qu'il y ait marqué HEC, parce que je voulais juste dire ta gueule aux gens, regardez j'ai marqué HEC. Et ouais, je me suis un peu perdu. Mais oui, je suis d'accord avec toi, peut-être que je suis biaisé par rapport à ça, mais après il y a un autre point qui est que ça dépend ce qu'on veut faire dans la vie. Il y a une différence entre quand on est à l'extérieur de la personne et quand c'est toi-même. C'est par exemple quand on recrute quelqu'un, il faut le prendre comme il est. C'est-à-dire qu'en fait, voir ses forces et ses faiblesses, il ne faut pas essayer de changer les gens. Mais par contre, tu peux te changer toi-même. C'est-à-dire que si toi, ta motivation, c'est tu te dis, ok, j'ai envie de monter une boîte, j'ai envie de faire un projet génial, j'ai envie d'être CEO, ou j'ai envie d'être CTO, j'ai envie d'être je sais pas quoi,
on s'en fout un peu. Mais j'ai envie d'être telle personne, et que tu as envie de le devenir, et que tu mets le travail qui correspond, et ben en fait, tu peux le devenir. Et que on soit, que on se prenne. Par exemple, si jamais on est ingénieur, qu'on se prend la tête, qu'on a un peu un syndrome de je me prends la tête, et ben en fait, si on est au courant du fait qu'on se prend la tête, et ben en fait, la réalité, c'est qu'on peut changer ça. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs façons de le faire. On peut par exemple faire appel à du coaching. On peut pas que ce soit coaching professionnel avec des coachs professionnels, mais ça peut être des amis, ça peut être d'autres entrepreneurs, des amis entrepreneurs. C'est pour ça que c'est très important de s'entourer, d'avoir des amis qui nous tirent vers le haut et d'avoir un groupe de personnes avec qui pouvoir parler en confiance. Et en fait, qui puissent justement faire ce feedback pour pouvoir changer. C'est une question de qui on veut être. Ouais. Est-ce que ce bagage technique te permet aussi de naviguer contre la hype? Parce qu'il y a un sujet, tu vois, je le disais un petit peu en intro, sur les 4 milliards qui ont été levés par les entreprises PureTech. On peut supposer qu'il y en a un gros volume qui a été engrangé par plutôt des boîtes qui font de l'IA, qui est quand même le grand sujet du moment. On a vu OpenAI qui a annoncé il y a quelques semaines une levée à 6,6 milliards, ce qui est quand même un sacré record. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois, tu arrives à voir au-delà de la hype? Alors, tu vois, je me doute qu'effectivement, un VC qui a de l'entraînement, il arrive à identifier des personnes qui viennent lui vendre un projet d'IA qui est un peu bidon et autres. Mais au-delà de ça, est-ce que toi, tu arrives à plus facilement identifier des projets qui ne sont pas d'IA, mais qui nécessitent quand même encore aujourd'hui de l'investissement? Ouais. Non mais, en gros, il y a deux trucs. Le truc, c'est que... comment je formule ça? Donc, en gros... Ouais, en fait, tu as deux parties dans ta question. Non? Ouais. Tu peux même la diviser en 3 si tu as envie. Okay. Enfin, tu vois, je te laisse répondre à la question comme tu en as envie. En gros, tu as une partie, en fait, tu me demandais est-ce que justement mon bagage technique me permet justement d'identifier des sujets de hype ou pas, si je me trompe. La réalité, c'est que, donc oui, c'est le cas. Parce que, par exemple, on prend la blockchain. Dans la blockchain, en fait, la réalité, c'est que toute notre test blockchain, donc chez Kima, on a fait Ledger, on a fait Sora, on a fait Kin, on a fait Kaiko, on a fait... on a raté Morpho. Mais à part Morpho, on a fait à peu près tous les grands. Là, je suis en train un peu de me la péter, mais on a fait un peu tous les gros. Et en fait, notre test blockchain, elle est arrivée comment? C'est que, en gros, quand on regarde l'histoire de la décentralisation, il y avait une première phase de décentralisation qui a eu lieu dans les années 2004-2006 avec XMPP. Où en fait, XMPP, c'est le protocole de communication derrière Jabber. Ouais. Et en fait, le XMPP étant extensible, il y avait des gens qui commençaient à se dire, et de nature décentralisée, parce qu'il y a un concept de fédération, de décentralisation par fédération, avec chacun à son propre serveur, etc. Et en fait, les gens commençaient à fabriquer des dApps, mais un peu ce qu'on avait dans la blockchain avec des dApps, des applications décentralisées, mais basées sur XMPP. Donc il y avait des Facebook décentralisés, il y avait des gens qui décentralisaient des applications centralisées. Et en fait, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, par exemple, personne n'utilise Jabber pour parler entre ses potes. Mais la réalité, c'est que XMPP, c'est quand même un protocole qui est utilisé. WhatsApp, par exemple, l'utilise en back-end. Alors, je ne sais plus si sur Android, il l'utilise encore. Pendant un moment, il l'utilisait en back-end pour les push notifications. Je ne sais plus exactement s'il l'utilise encore, ou peut-être sous une forme détournée binaire, voilà. Mais en fait, c'est une technologie qui est super bien pensée, qui est une technologie back-end qui a empoweré des services. Et aujourd'hui, personne ne le voit, mais aujourd'hui, ça permet de révolutionner des services. Une des raisons qui fait que WhatsApp marche super bien, et ben, ils sont basés en Erlang. Pourquoi? Parce qu'il y avait eJabber qui était codé en Erlang, parce que derrière, il y a Jabber. Et en fait, on a appliqué ce même truc sur la blockchain, et à partir de 2016-2017, on s'est dit, mais en fait, c'est tout simple, c'est que la blockchain aujourd'hui, c'est une technologie qui va empowerer des use cases. En fait, par exemple, quand tu vas sur ta faim, tu veux une pizza, tu vas sur Uber Eats, bah, tu vas pas sur Uber Eats parce que c'est une Python-based marketplace pour avoir une pizza, tu vas sur Uber Eats parce que t'as faim, tu veux une pizza, tu vas sur Uber Eats, la pizza arrive vite, manger, plus faim. Et c'est ça, en fait, dont tu as besoin de l'utilisateur. Et la technologie. Et si jamais, par exemple, le fait d'être en Python, ou en PHP, ou en Erlang, ou en Ruby, ou en Rust, ou en je sais pas quoi, en fait, la réalité, c'est que ça te permet d'avoir la pizza plus vite, bah, la personne va choisir ton application parce que la pizza arrive plus vite. Si la blockchain te permet d'avoir un service qui est meilleur, bah, tant mieux.
si la blockchain, en fait, les gens vont jamais utiliser ton app parce que c'est blockchain-based application pour machin. En fait, ils s'en foutent. Enfin, ils veulent juste le truc final. Et ça, c'est ce qui applique aussi les investissements dans l'AI, c'est ce qui implique tout ça. Ce qui est marrant en plus dans ce que tu évoques, c'est que ça fait plusieurs épisodes où on parle d'un sujet un peu connexe, mais même sur ce podcast, de toute façon, je le dis assez souvent, c'est de revenir aux besoins clients. De pas être juste dans l'algorithmie, dans la beauté du code, dans la techno, dans le machin, c'est juste se poser la question de ok, mais tu veux quoi en fait? C'est quoi ton objectif final? On verra après la techno, on verra comment on l'implémente, mais juste explique-moi tu vois, moi, ce que je dis souvent à ce micro aussi, c'est que je suis un fervent défenseur du domain driven design. C'est que tes devs en fait connaissent le métier et codent comme le métier est construit en fait, pour avoir cette compréhension de la demande client. En fait, ce que tu décris, c'est la même chose. C'est qu'à un moment, il faut juste revenir à c'est quoi le service que tu rends derrière, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est voilà, mais c'est exactement ça. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est simple et efficace. Si je reviens sur ces sujets de hype, alors déjà, toi qui es dev et VC, comment tu perçois ces sujets de hype? Tu vois, en ce moment, il y a une hype hallucinante autour de l'IA. C'est quoi, toi, ta perception de ces hypes? Non, mais il y a quelque chose qui est vrai, c'est que quand on investit, on est forcément optimiste. Et quand on a des changements technologiques comme ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de changement technologique majeur depuis le mobile. Le mobile, c'est à peu près 2008. Et aujourd'hui, on a besoin de ces changements technologiques pour pouvoir créer les nouvelles entreprises énormes de demain. C'est pour ça aussi que les gens ont beaucoup regardé la blockchain. C'est parce qu'en fait, la blockchain, on se posait la question de est-ce que justement ce serait le mobile qu'il y a eu en 2008, entre le Web 2, le mobile, il y a eu beaucoup de changements technologiques qui en fait ont créé des énormes boîtes. Et en fait, je pense pas que ce soit la blockchain. Même si la blockchain est une technologie qui est absolument géniale, aujourd'hui j'ai un doute par rapport à tout ce qu'on a dit. D'ailleurs, j'avais un doute à l'époque aussi. Et je dis pas ça a posteriori, je le disais aussi à l'époque. Que c'est une technologie géniale, mais je doutais que ce soit une base pour faire des dApps. Mais en fait, aujourd'hui, les gens sont à la recherche justement de ça. Et en fait, avec les AI, il y a peut-être la possibilité de pouvoir avoir ça. Il y a un podcast qui est génial, un podcast de Invest Like the Best, avec Doug Leone de Sequoia qui parle. Okay. C'était il y a à peu près 1 an. Et en fait, il explique il y a un moment, il explique un peu sa thèse AI, leur thèse AI chez Sequoia. Et en fait, c'est tout simple, c'est que est-ce que c'est une bulle? La réalité, c'est qu'il disait probablement. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que si jamais tu rates le nouvel Amazon, en fait, c'est ton job. C'est ton job. Et en fait, quand tu es un fonds comme Sequoia, le problème qu'il y a, c'est que tu es obligé d'essayer un peu, tu es obligé de jouer, tu es obligé d'investir dans plein de trucs. Alors, tu as plein de trucs qui vont rater. Peut-être qu'en fait, 95% de tes boîtes vont mourir. Peut-être qu'en fait, tout va mourir. Mais en fait, si jamais tu rates le prochain Amazon, en fait, c'est ça qui va faire tous les retours. Oui, mais tu vois, que tu investisses dans plein de trucs, je l'entends, mais du coup, que tu investisses dans plein de trucs différents, oui, pour savoir un peu justement ce que sera le prochain Breaking Change. Voilà. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un drainage des investissements par tous les projets d'IA. Après, on pourrait débattre, est-ce qu'ils sont tous vraiment des projets d'IA ou autre? Ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, il y a quand même il y a un aspirateur à pognon en ce moment qui est les sujets d'IA. Et comme tu le disais, il y a quelques années, c'était la blockchain qui aspirait beaucoup d'investissements. Enfin, tu vois, ces sujets de hype, pour moi, si effectivement tu veux te garantir de ne pas louper le prochain Amazon, il faudrait étoffer un peu plus, varier un peu plus le portefeuille, quoi. Le truc, c'est que... Alors, il y a 2 choses à voir là-dessus. Il y a les investissements early stage et les investissements late stage. Dans les investissements early stage, la réalité, c'est qu'en fait, l'AI ne draine pas les investissements. Okay. Alors peut-être en volume, mais en nombre de deals qu'on voit passer sur le marché, la réalité, c'est que nous, au quotidien, on voit beaucoup de boîtes très diversifiées, on finance beaucoup de boîtes très diversifiées. Ensuite, après, les investissements later stage, et ça, c'est un autre monde. Et ça, voilà, moi, je travaille pas là-dedans, je sais pas quelle est la psychologie des gens, mais généralement, c'est des gens qui ont énormément d'argent sous gestion.
Et quand ils voient une boîte qui a tendance à être potentiellement le leader de demain, bah en fait, ils se disent pourquoi est-ce que je ne mettrais pas une petite bille dedans. Et aussi, beaucoup des gros investissements qu'on voit, en fait, une somme de plein de petits tickets. Ouais. Il y a aussi ça qu'il faut voir. Oui, c'est ça aussi. Chacun qui veut avoir sa petite exposition. C'est une façon d'avoir de l'exposition sur peut-être la catégorie de demain. Ce que je trouve un peu rigolo, c'est que donc quand je te demande la question sur la hype de l'IA, tu me parles effectivement de cette recherche de breaking change et qu'on a considéré la blockchain pendant un moment comme breaking change. Ce que je trouve amusant, c'est que le métaverse n'a jamais été envisagé comme un breaking change, mais on a connu certaines personnes qui se sont acharnées quand même pendant un long moment en mettant beaucoup d'argent dans le sujet, mais ça c'est un autre débat. C'est la VR. Hein. En fait, périodiquement, la VR met un autre masque. C'est comme... c'est tout... Je sais pas, tous les 2 ans, il y a la VR et la AR qui met un autre masque et en fait, ça marche pas. Et en fait, ça continue de pas marcher. Peut-être, j'espère qu'un jour, ça marchera parce que ça serait trop bien. Mais en fait, ça fait depuis... Je sais pas, ça fait depuis les années... Je m'en souviens, quand j'allais à la bibliothèque municipale et que j'avais 10 ans, je lisais les magazines d'informatique et je voyais déjà, dans 2 ans, on va tous être avec des casques de VR. La réalité, c'est qu'il y avait VRML à l'époque. Ouais. C'était une extension d'HTML 1 ou 2, je sais plus, qui permettait de faire la VR dans Internet Explorer 3 ou 4. Et en fait, voilà, il y avait ça existe. Mais Silicon Graphics faisait de la VR, en fait. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre la hype qu'il y a dans le monde de l'investissement, tu vois, de manière aussi cyclique, hein, il y a l'IA en ce moment, mais il y a eu donc la blockchain, il y en a eu d'autres avant, et aussi les mêmes mécaniques de hype qu'on a dans le monde du dev. Tu sais, on parle du hype-driven development avec le fait que il y a une période où tout le monde faisait du Ruby parce que c'était la meilleure techno pour faire des sites web. Enfin, tu vois, il y a comme ça des technos qui viennent et qui repartent. Est-ce que c'est les mêmes mécaniques, mais sur des populations différentes au final ? Oui, probablement. En fait, oui, il y a... Parce que là, j'ai défendu le cas d'investir dans des hypes. Hein. Faut pas oublier quand même qu'il y a quand même beaucoup de VC qui sont des moutons. Hein. Faut pas... voilà, faut quand même... Il y a beaucoup de devs qui sont des moutons exactement, aussi, en fait. Exactement. Mais oui, c'est vrai que c'est probablement ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est des cycles. Au début, tu avais PHP qui mettait tout dans un seul, ensuite après, tu as commencé à splitter, ensuite après, maintenant, tu as les nouvelles versions de Next, en fait, où tu as tout. C'est une sorte de cycle. Mais oui, probablement. Tu parlais aussi tout à l'heure on parlait tout à l'heure de de ce frein que certains développeurs ou développeuses peuvent avoir dans l'idée de création d'entreprise. Tu as évoqué effectivement le fait de prendre un coaching pour se changer au genre de choses. Il y a aussi peut-être le besoin parfois de s'associer avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu l'occasion de créer des boîtes tout seul. Je recommande aux gens de ne pas le faire, parce que c'est pas facile, c'est même une mauvaise idée. Donc il y a souvent cette idée de se dire autant s'associer avec quelqu'un qui est complémentaire avec toi. Donc si toi tu es plutôt tech, prends plutôt quelqu'un côté business. Mais du coup, on rejoint cette dichotomie de il y en a un qui est tech et il y en a un qui est business, quoi. Et c'est pour ça que moi j'aime pas cette dichotomie-là sur l'association. Surtout qu'en plus, c'est l'important qu'on s'associe. C'est exactement ce que tu as dit, c'est que quand tu es tout seul, le problème c'est que c'est trop dur. C'est-à-dire qu'en fait, tu as besoin de quelqu'un avec qui parler, tu as besoin de quelqu'un avec qui échanger, et aussi parce que toi, en tant que fondateur, tu as des forces, tu as des faiblesses, et en fait, tu as besoin d'amener de la diversité et d'amener quelqu'un qui complémente tes forces et tes faiblesses. Et quelqu'un qui, à deux, vous êtes plus fort, parce que voilà, on peut pas être bon en tout, en fait, malheureusement. J'aimerais bien, mais... Et donc, du coup, c'est pour ça que quand on s'associe, il faut chercher quelqu'un en fait, qui complémente nos forces et nos faiblesses, qui fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est pour ça que, par exemple, si jamais tu adores dev et qu'en fait, tu as envie de rester dans ce poste-là, et c'est fine. Et à ce moment-là, tu prends quelqu'un, tu t'associes avec quelqu'un qui fait les trucs que tu n'as pas envie de faire. Moi, j'ai vu des associations où en fait, il y avait en fait, quelqu'un qui drivait la boîte. Normalement, la personne qui drive la boîte, on dit tout le monde pense que c'est le CEO. J'ai des boîtes où en fait c'est le CPO ou le COO qui en fait drive la boîte. C'est lui qui a la vision, c'est lui qui a tout, mais en fait ça le fait chier de parler avec les investisseurs. Et pareil avec il veut pas gérer les ventes, il veut pas gérer le recrutement. Enfin si, il gère le recrutement parce que c'est important. En fait, le visionnaire, la personne qui est le leader, en fait c'est le COO et il a pris un cofondateur et en fait le cofondateur parle avec les investisseurs. C'est comme ça qu'il faut voir. C'est pas de la dichotomie en mode business tech. Il se trouve que peut-être que ça tombera là-dessus comme association. Mais si t'adores coder
Et qu'en fait, la réalité, c'est que tu adores parler à tes clients. Par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Formal, qui est montée par Mokhtar Bacha, qui, lui, il s'est très bien codé. On l'a financé quand il avait 19 ans. Lui, il a drop out. Je crois qu'il a juste le bac. Et on l'a financé au tout début. Et maintenant, ça marche trop bien. Il était backé par Thrive, etc. Il fait un outil en sécurité. Le mec est incroyable. Et en fait, lui, on l'a financé au début. Son pivot d'avant, en fait, il faisait un système c'était le premier à avoir fait MoonPay avant MoonPay, un PSP blockchain, un PSP crypto. Mais en fait, lui, ce qui s'est passé, c'est que à la fois, il a codé le service tout seul. Et même pareil dans sa deuxième boîte. Il a codé le service tout seul. Il a vendu le service, il a sécurisé tous les partenariats à l'époque sur sa première boîte avec Mastercard, etc. tout seul. En fait, en vrai, la réalité, c'est que lui, en termes d'association, en vrai, on en a beaucoup parlé avec lui. C'est en mode, en fait, j'ai besoin de qui pour me complémenter ? En fait, je vois pas. Je vois pas parce que j'en ai pas besoin, parce qu'en fait, moi, je vois mes forces et mes faiblesses. En fait, je peux les complémenter avec mon board, avec les gens que je connais, etc. Et j'en ai pas besoin. J'étais avec une fondatrice il y a 2 jours, elle m'a dit exactement la même chose. Et parfois, on voit, voilà, c'est une pluralité d'associations qui ne dépend que de soi-même. Ouais, je vois. Pour revenir sur la phrase que tu avais, comme quoi on peut pas être bon partout. Moi, justement, en créant une boîte tout seul, j'ai ajusté un peu le propos. Parce qu'en fait, à mon avis, tu peux apprendre tous les métiers. Je pense que tu peux être bon partout. Mais quand tu crées une boîte tout seul, le problème, c'est que tu peux pas être partout. C'est-à-dire que tu peux tout faire, mais tu peux pas tout faire. C'est-à-dire que tu peux être capable de tout faire, mais tu peux pas tout faire en même temps. C'est aussi ça dans l'association. Le but, c'est que tu te répartis un peu les rôles, les tâches, et ça te permet que chacun a le temps de se consacrer à ce qui est important de faire, et de pas être au four, au moulin, au champ, à la crèmerie et compagnie, quoi. Ouais, mais après, dans ce que tu dis, il y a... Parce que tu as besoin d'un cofondateur. En fait, le cofondateur, il a 2 rôles. Il y a le fait de te complémenter, parce que, être complément. Et il y a aussi le fait d'avoir quelqu'un qui soit égal à toi, avec qui pouvoir envoyer des balles de ping-pong il y a ça aussi, effectivement, et échanger. C'est vrai. Parce qu'il y a des hauts et des bas, il faut tenir. Quand on est solo founder, en fait, il faut vraiment faire attention à son entourage, être très entouré, avec des gens de confiance, justement pour avoir ça, mais c'est très difficile. Donc, tu as un peu ces 2 côtés-là, quoi. Et puis, il faut quelqu'un pour crash tester une idée, en fait. Voilà. Mais après, il y a aussi des cas où, en fait, ce que tu dis, on peut pas être au four et au moulin. En fait, le problème, c'est que parfois, il y en a certains, ils cherchent juste des employés. Oui. Et il y a une différence entre trouver un cofondateur et trouver un employé. Un format qu'on voit souvent, qui marche bien, mais c'est pas forcément... À nouveau, c'est personnel. Un format qu'on voit souvent, c'est... Il y en a un qui fout le bordel et l'autre qui nettoie. C'est pas toujours le cas, c'est chacun trouve son association à nouveau, mais il y en a un qui fout le bordel, qui est le visionnaire, qui machin, etc. Il arrive, on a tous été dans des boîtes, c'est le cas, et il y en a un autre qui dit ouais, mais Jean-Michel, fais attention, etc. Machin, ouais, mais il faut l'implémenter, machin. Et voilà. Et après, il y a d'autres formats. Il y a le CEO de l'externe, le CEO de l'interne. Typiquement, un qui va parler aux investisseurs, qui fait les ventes, qui fait les levées de fonds, qui fait tout ce genre de choses, et qui fait la presse. Et l'autre, en fait, qui est le CEO de l'interne, qui, en fait, lui, va parler aux comptables, fait les one-to-one, etc. Machin. Donc, en fait, c'est très personnel à nouveau. Ouais. Mais c'est super intéressant, en tout cas, ces différents modèles. Et j'aurais une dernière question sur cette casquette tech que tu as en plus, contrairement à d'autres VC. Est-ce que tu en viens parfois à juger de la faisabilité d'une idée ? Parce que vous investissez quand même assez tôt dans les projets. Est-ce que parfois tu en viens à dire là, l'idée est intéressante, mais de mon point de vue, c'est pas réalisable, tu vois, ou techniquement, il vous faut 4 ans de plus. Enfin, tu vois, est-ce que tu en viens parfois du coup à aller réellement les challenger techniquement, ou est-ce qu'au final, c'est pas ton rôle en tant que VC ? On a une discussion. On discute, etc., de la tech, etc. La réalité, c'est qu'en fait... Par exemple, on revient à la première boîte que j'ai montée, la première boîte où quand j'étais CTO, parce que j'ai rejoint le projet, je ne l'ai techniquement pas monté. En fait, cette première boîte-là, on a fait des terminaux de paiement, on les a fait en 2 mois. Genre, t'en parles à n'importe quelle personne, parce que tout le monde te dit, t'es un grand taré. Genre, je savais pas faire de l'électronique, j'avais juste joué avec des microcontrôleurs il y a très longtemps. Je savais que tu avais une puce qui s'appelait un microcontrôleur qui faisait du plus 5 volts sur une pin. C'est tout ce que je savais. Et en 2 mois, j'ai appris à faire de l'électronique tout seul, et on a construit une gamme de 35 terminaux de paiement. Enfin, on en avait une dizaine au début. Et
Et en fait, quand on a vraiment envie de faire un truc, parfois, en fait, juste on réussit, quoi. Et donc, du coup, moi, je suis pas là pour dire, en fait, c'est pas possible. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'entrepreneur, il sait vachement mieux, plus que moi. En fait, moi, je sais rien, en fait. J'ai un peu des idées, je peux challenger, on peut discuter. Mais en fait, c'est lui qui sait beaucoup mieux que moi, sa technologie. Et encore plus sur des sujets deep tech, quoi. Ouais. Genre, surtout des sujets deep tech. On a eu des deals, par exemple, en semi-conducteurs. Par exemple, on peut avoir une discussion là-dessus, mais en fait, en vrai, la réalité, c'est que moi, les MEMS, je vois ce que c'est dans la notion, mais en fait, je sais pas, voilà, j'ai jamais fait, quoi. J'entends. Écoute, c'est super intéressant, c'était super riche comme conversation, donc merci beaucoup Alexis de ton temps. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? Ouais, donc il y a un premier contenu. Alors, ça va faire rire, c'est parce que je le cite absolument partout. Genre, à chaque fois que je vois un entrepreneur qui est, notamment au début, etc., et même après, à chaque fois, je lui casse les pieds avec ce livre et je lui dis, mais t'as lu ce bouquin, tu l'as acheté, tu l'as lu. C'est le Mom Test. Mom Test. Comme la maman. Comme la maman. En fait, c'est comment on fait des tests utilisateurs. Moi, j'aurais appliqué ce bouquin. J'aurais pas été chez Kima. Peut-être pas été là aujourd'hui, probablement pas été là aujourd'hui. C'est tout simple, c'est qu'on est au début. En fait, quand on a une idée, on est soi-même dans sa salle, dans son bureau avec ses cofondateurs. On se dit ah tiens, on va faire ça, les utilisateurs vont trop aimer. Et soit on se met à coder direct, ce qui est une erreur. Soit après, maintenant, aujourd'hui, à l'époque, nous on faisait comme ça, on codait directement, on allait directement sur le marché. Maintenant, depuis, tout le monde dit en fait, il faut faire des tests utilisateurs. Le problème des tests utilisateurs, c'est qu'en fait, la majorité des gens le font pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si moi je viens te voir et je te dis ok, est-ce que t'aimes que Mark Zuckerberg voit tous tes messages sur Messenger ? Tu vas me dire non. Est-ce que je te dis voilà, du coup j'ai fait une application qui s'appelle Signal et donc du coup Mark Zuckerberg ne pourra plus lire tes messages. Tu dis ah trop bien, génial. Et ensuite après tu vas l'installer et tu vas pas l'utiliser. Ou peut-être que tu l'utilises, mais les gens vont pas l'utiliser parce qu'en fait les gens ils recherchent pas ça. Ils te disent des choses, mais en fait ils mentent. C'est comme dans Dr House, tout le monde ment. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent eux-mêmes, ils savent pas le formuler eux-mêmes. Et de nature, quand tu vas voir quelqu'un, tu lui présentes ton idée, il va jamais te dire que ton idée c'est pourri. Parce que sinon, tu dis pas à quelqu'un que c'est un nul en fait. Sinon il te tape. Et en plus de ça, la mémoire c'est quelque chose de faillible. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour avoir la vraie information de comment les gens vivent, comment les gens ont besoin de ton service, comment ils pourraient l'utiliser ? Et bien en fait, le Mom Test t'explique comment tu utilises des biais, tu poses des questions, tu fais tes questions utilisateurs pour récupérer la vraie information de comment les gens fonctionnent. Okay. Et parfois, ça pousse les gens soit à valider et invalider leur projet, ou parfois ça les pousse à pivoter. C'est essentiel au début d'une boîte d'appliquer le Mom Test. Ok, écoute, on mettra le lien bien évidemment en description. Tu avais dit que c'était la première. Est-ce que du coup tu as un autre contenu que tu veux partager ou c'est moi qui ai mal compris ? Ok. Et du coup la dernière question, qui est la question la plus importante de ce podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation, ça prend moins de place. Très bien. Merci beaucoup Alexis. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez retenu que si vous avez envie de créer une boîte, faites-le, lancez-vous, mais ne le faites peut-être pas tout seul, mais vraiment faites-le, c'est une expérience qui est vraiment top, c'est vraiment super enrichissant, et je parle pas forcément d'argent, ça vous apprend vraiment plein de trucs, donc si ça vous démange, le meilleur moment pour créer sa boîte c'est maintenant, quoi qu'on vous dise, il n'y aura pas de moment idéal, donc ne l'attendez pas, faites-le dès demain. Et puis sinon, au moins partagez ce podcast autour de vous, c'est aussi peut-être l'occasion de donner de l'impulsion à certains qui sont prêts à le faire aussi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.